Who knows how to love me in my way? Talk about you. Nobody but you. Talk about you. Talk about you. Talk about you. Who knows how to love me? Talk about you. In my way. Talk about you. Nobody but you. Talk about you. Talk about you. Talk about you. You know how to love me. Talk about you. In my way. Talk about you. You always there. Talk about you. Every night and day. Talk about you. Nobody but you. Talk about you. I talk about you. Talk about you. Talking about. Oh yeah. Talk about you. You're the sugar in my tea. Nobody but you. Talk about you. You're the sugar in my tea. Nobody but you. I'm talking about you. You're the sugar in my tea. When I'm in trouble, who sees about me? Nobody but you. I do mean you. Talking about. L'année de Anna Vigil, année 2020 qui restera dans l'histoire comme l'un des meilleurs crus du millénaire, on dira. Bon, il y a eu pire, il y a eu la peste noire, il y a eu d'autres choses, on va pas s'étendre sur les pandémies et les épidémies. Mais pour finir l'année en beauté, je reçois ce soir Lisa Pupponi. Bonsoir Lisa. Bonsoir, eh bien, écoute, d'abord merci de m'inviter dans ta Navicella, ta Nef des Fous. Un peu comme ça. Vigil, ouais. Alors, À Nostra Vigil. La Nef des Fous, tu sais qu'au large, ils ouvraient les cales et tout le monde partait à la nage. Ouais, c'était le fleuve. Ah, c'est ça. Non, là, faisait partir, on s'en débarrassait. Exactement. Non, là, on est plus sur un Navigil franciscaine, on dira. Peu de moyens et on travaille à l'amélioration de ce qu'on peut, ou en tout cas au moins à divertir ou à apprendre des choses, même à nous, même souvent. Et ça nous suffit, ça nous suffit. Ça nous suffit largement. Alors Lisa, pour commencer, on va commencer par le concret. Tu es membre fondatrice de la rivista d'Ampi, donc in lingua corsa, dans Internet. Tu es actuellement en cursus urbanisme et aménagement à l'Institut de géographie de la Sorbonne, c'est ça? Tout à fait. Et là, Santa Lucia d'Itala au milieu. Entre autres. Hein. Ouais, comme base d'appui, comme QG suprême. Entre autres. Ouais. Entre autres, ouais, c'est un peu long, citer tous les villages. Oui, on ne va pas citer tous les villages, puisqu'on est généreux. On y viendra forcément. On y viendra forcément. Voilà. Donc, par contre, à Santa Lucia, enfin, dans Torrudione, je dirais, tu participes activement au festival Alta Ledie, donc à Altadier, c'est ça? Ouais, Alta Ledie. Voilà, Alta Ledie, ouais. Donc, on en parlera aussi. Littéraire, artisanal, enfin, etc. Et joueuse d'instruments traditionnels. Je sais pas, tu as prévu de nous jouer quelque chose ou pas? Alors, traditionnel, oui et non. Je ne sais pas si tu considères le clavecin comme instrument traditionnel, mais en tout cas baroque, parce que j'ai commencé par le clavecin. Hein. Ouais. De l'orgue aussi, un petit peu. Mais on peut considérer l'orgue comme instrument traditionnel en Corse. Hein. Bien sûr, oui, tout à fait. Et puis même le patrimoine baroque, par les partitions, par l'héritage musical. Un peu de etc. Et puis un peu de tout et de rien, on va dire. Hein, instruments à cordes principalement. Hein. Ça s'appelle la modestie, ça. On s'amuse. Ouais, le clavecin, d'ailleurs, à ce propos, je renvoie au livre de M. Liccia qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les jeux, danse, musique, voilà, etc., qui est un monument de recherche. On apprend des détails croustillants sur la société corse. C'est un peu iconoclaste parce qu'on a l'habitude de nous restreindre un peu, je dirais, à la polyphonie, au padier, etc., au canto sacro. Mais il y avait aussi une tradition de jeux, de musique, même de chambre, etc. Bon, ça, on le sait. Puis, voilà, on n'oublie pas qu'on est ancré dans la Méditerranée quand même. Donc, à fond les ballons. À fond les ballons. Ok, alors Lisa, ce soir, on va se retrouver autour d'un thème
que tu as choisi, donc le territoire et l'individu ou le plan contre l'identité, ça correspond à peu près à tes appétences, à tes études aussi, hein. Donc, parle-nous déjà alors, tu as un institut de géographie. C'est rare, parce qu'en général, on sait que les Corses, ils se rabattent sur, le droit, quand ils vont sur le continent, droit, médecine et cetera. Alors Justement, pourquoi c'est dommage, parce que beh, comme tu l'as dit, on va surtout vers le droit, la médecine, parce que bon, nous, on est vraiment dans la dichotomie, il y a ceux qui sont littéraires, il y a ceux, qui sont matheux. Mais le problème, c'est que la géographie, ça intéresserait beaucoup de monde en Corse parce que justement, c'est la discipline qui est au croisement, au chemin de tous les savoirs qui nous plaisent en fait, que ce soit l'histoire, soit la linguistique, la sociologie, ou simplement l'étude du territoire, dans la mesure où on est tous attachés à nos localités. Donc, je pense qu'on gagnerait justement à développer notre appétence pour la connaissance, que ce soit de la terre, du terroir, mmh. et montrer aux gens que oui, c'est un objet d'étude, c'est un objet de recherche. Et je pense que ben, beaucoup de gens de mon âge s'épanouiraient complètement là-dedans. Oui, parce qu'on on s'aperçoit encore, on y viendra en cours de discussion, mais on est toujours sur, justement le dressage de cartes. Alors on parle, des espaces agricoles, protégés, on parle du Paduc, on parle, voilà, de la «disparition» entre guillemets des départements. On parle de tout un tas de choses qui concernent le territoire et les hommes et en fait, on s'aperçoit qu'en Corse, des géographes, bas-mille, quoi. Et les géographes, ils sont avant tout historiens, je pense. Ils sont avant tout, oui, enfin, le dernier livre qui est sorti, c'est de Laetitia Castellane, le local et le lointain sur la dernière étude Ouais, sous de Corse. sous la direction de Il est Laetitia. sorti, il est juste là, si tu me laisses Oui. le prendre. Allez, allez, allez Allez, on et se nous, fait un on petit contemple le poster de The Who, voilà, comme ça on fait un peu de pub aussi, hein, bien une sûr. lecture. Voilà, sous la direction de Laetitia Castellani, qui était une spécialiste, je crois, si je ne m'abuse, de la Balagne, historique. Et Alors entre autres, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sans connaissance géographique, ne peut rien connaître du territoire, on ne peut pas le maîtriser. C'est-à-dire que là, ça parle surtout des Génois. Bon, les Génois, quand ils arrivent ici, ils ont quand même quelques connaissances, quoi. mmh, Ils savent quand même qu'il y a des vallées, qu'on circule par les vallées. Il y a aussi une territorialisation, que ce soit du pouvoir, de l'organisation religieuse. Et tout ça fait partie d'un ensemble qui est bien sûr étudié. Et ça nous montre que sans la connaissance du sol, sans la connaissance de l'espace, on ne peut rien faire. c'est ça, tout à fait. Alors, Donc forcément, des gens qui vivent dessus aussi, puisque les pratiques correspondent au territoire. voilà, enfin, simplement, voilà, bon, tu as des gens sur un territoire. D'abord, un territoire, on l'aménage. Donc, que ce soit par l'agriculture, par le pouvoir, par le défensif. On a, par exemple, simplement, on a tout le réseau de tours génoises, on a tout le réseau de tours dans l'Interland qui permettent de nous défendre. Et tout ça, ça fait partie d'une construction à la fois sociale et politique. Nous, on l'a surtout étudié par l'histoire, mais est-ce qu'on l'a étudié par la géographie? Ouais, ça C'est-à-dire les vallées, c'était les autoroutes de l'époque, quand on circulait par les vallées. Ils le disent très bien, si les révolutions idéologiques pouvaient se diffuser aussi facilement, c'était par la présence des vallées, par exemple. ouais, tout à fait. Et des moyens de connexion qui étaient assez faciles, voilà, faciles d'accès. D'ailleurs, Et, oui, et c'est une bonne initiation à la géographie, tout simplement. exactement. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est rigolo, entre guillemets, là aussi, c'est que souvent, quand on se réfère, quand on est historien ou qu'on s'intéresse à l'histoire de Corse, et notamment soit à la toponymie, soit aux vestiges, etc., on a référence aussi au plan terrier. Parce que tu parlais des Génois qui effectivement établissent des cartes et des recensements, si on peut dire, de Fogg, de Bock, etc., région par région, village par village. Et puis il y a ce plan terrier qui émerge avec l'installation de la France, quelques années après l'installation de la France en Corse, au XVIIIe siècle, et où effectivement, là, on a un tableau précis, à peu près en tout cas, pour l'époque, de à quoi correspond la Corse. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que moi, souvent, quand je m'aventure en histoire, j'aime à dire que si on veut comprendre l'histoire de Corse, essentiellement, puisque c'est celle qui nous intéresse beaucoup, il faut comprendre aussi la géographie dans le sens des axes de circulation, des axes de communication, etc. Et que tant qu'on n'aura pas dressé des cartes antérieures
au plan terrier ou à ce genre de choses, on n'aura pas compris réellement la diffusion, comme tu disais, par exemple, très rapide d'une idée. Comment tout à quelque fait. chose qui se décide à Auritz à tel moment arrive dans le Fumour ou 12 heures après. Donc, c'est ça qui est fascinant et c'est là où je trouve qu'on pêche un peu encore, c'est qu'effectivement et surtout quand on part, alors c'est dommage qu'à Corté, il n'y ait pas non plus un département de géographie, mais quand on part d'autant plus de se diriger absolument soit vers le droit, soit vers la médecine, parce que souvent ça correspond aussi aux aspirations un peu fantasmées des parents ou alors des gens qui ont trop regardé, New York, police criminelle, district d'État, Ali McBeal et tout y want, mais quoi qu'il en soit ou Dr House, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a des disciplines comme ça qui sont essentielles. Et par rapport à cette discipline, alors toi, la géographie, donc là, tu es en master, Là, je suis en master, hein, exactement. voilà. Tu te destines à un doctorat ou pas? Déjà, déjà, faut faire un mémoire pour ça. Il faut Oui, faire même deux mémoires et puis surtout, il faut faire des sujets qui intéressent. bien sûr. Ouais, Et non. justement, c'est l'intérêt de la géographie. Euh, c'est que c'est vraiment une discipline déjà qui est connexe. Donc, tu viens à la sociologie, à l'économie, à la démographie, au transport, à la production. Et surtout, c'est une science qui aime tout, quoi, qui aime tout, qui aime le local, les territoires, qui ne fait pas de distinction entre Paris et la région, Mm. entre les métropoles le rural. Et tout est objet à être étudié, théorisé. Et il y a une appétence pour justement ce qui n'est pas encore, ce qui n'est pas encore couché sur le papier. Mm. C'est-à-dire de l'étude d'un phénomène, qu'est-ce qu'on en fait? Mm. Je dirais un phénomène, que ce soit phénomène de périurbanisation, ce n'est pas anodin. Ça s'ancre dans un territoire, ça s'ancre dans un système, ça cause des dysfonctionnements, des problèmes, aussi des avantages, hein, parce que la périurbanisation, quoi qu'on en dise, on va te dire oui, les pavillons, c'est moche, tout ça, mais derrière, il y a quelque chose. Il y a aussi une commune qui se repose sur une nouvelle attractivité, sur une nouvelle population, et qui va aussi en tirer des avantages. Bien sûr. Oui, il y Et a dans tout un la système économique. périurbanisation, il Mm. y a, pardon, je te coupe, mais il y a Oui, bien sûr. tout un mode d'habiter. Je veux dire, dans la périphérie, enfin, tu as quand même des gens qui vivent, des gens qui vivent des dizaines d'années. Et comment ces gens vivent, quelle est leur manière de vivre. Et surtout, c'est poser un regard qui est neutre et qui n'est pas un jugement de valeur. Mm. On va souvent comparer les gens de la ville, des centres-villes, aux gens de la périurbanisation. Vivre dans un appartement, ça va être différent de vivre dans un pavillon. Mais voilà, c'est une science qui s'intéresse à tout. C'est une métascience, quoi, quelque part, un peu comme C'est une l'histoire. méta-science, c'est au Voilà. croisement de tout. Et c'est pour ça que ça peut intéresser beaucoup de monde. Ouais, tout à Donc, il faut fait. essayer de le démocratiser un peu. Et voilà, après, bon, c'est aussi de la chance de tomber sur des gens qui vont un peu te guider, qui vont te montrer que c'est ce que tu recherches dans les savoirs universitaires. Et malheureusement, on n'est pas tous guidés dans notre orientation. Et ça, je trouve que c'est dommage aussi. Ouais, c'est dommage, il y a un travail, il y a tout un travail, comme tu dis, d'initiation aux disciplines qui devrait être fait en amont. Mais bon, à l'heure actuelle, je crois que dans l'école, dans le système de l'éducation nationale en général, l'heure n'est pas à guider les futurs êtres, les futurs, je dirais, ouais, illuminés, Non, et puis bon, au sens noble du terme, attention, hein, pas les foldingos qui parlent des extraterrestres toute la journée, mais, ou des révélations, mais vraiment de dire aux jeunes, voilà, si tu as vraiment des goûts pour ça, des dispositions et envie de travailler, chose qu'on oublie souvent de dire quand les jeunes vont dans les facs diverses et mhm, variées. Voilà, il y a telle discipline, et effectivement, voilà, je reviens dessus. Je pense que la géographie, comme l'histoire, je prêche un peu pour nos paroisses, mais c'est vrai, ce sont des sciences, les sciences des sciences. Voilà. C'est-à-dire que dessous, il y a tout un tas de disciplines à appréhender qui font qu'il y a une meilleure compréhension à la fois du territoire et des individus. Alors, tu disais un truc très juste sur la périurbanisation, c'est que on a développé un petit peu une espèce de de vision, rejet, hein. voilà, de rejet, de vision péjorative. On en parle souvent, hein, la civilisation du lotissement, enfin le peuple du lotissement, etc. Mais la compréhension du phénomène, c'est difficile, même au niveau politique. On voit souvent la guerre Bastia-Ajaccio
Ouais, Ajaccio, l'Atrium, c'est l'explosion. Alors attention, c'est vrai, hein, c'est une explosion démesurée. Car l'Atrium, c'est plan de campagne dans un village, en fait. Mais Bien sûr, mais c'est le principe de la périurbanisation, c'est quand l'urbain rencontre le rural, tout simplement. Mais quand un centre commercial s'implante là, c'est pas pour rien. Je veux dire, il sort pas de terre ex nihilo, c'est qu'autour, il y avait quand même un environnement, que ce soit démographique ou d'arrivée des activités, qui était quand même favorable à cette implantation. Et dans le cas d'Ajaccio, alors je comparais par exemple avec la périurbanisation de Toulouse, l'aire urbaine de Toulouse. En fait, tu as la ville-centre, le pôle urbain, qui polarise les activités, les emplois, l'activité économique. Et puis tout autour, tu as des petites communes rurales qui émergent petit à petit et qui vont renforcer leur attractivité. Donc d'abord, tu auras des gens qui voudront profiter de la nature, de la campagne, donc ils vont se rendre plutôt dans ces communes. Petit à petit, ça s'agrège, mais au bout d'un moment, il faut bien des services, de l'emploi, une boulangerie, un médecin, un pharmacien. Et donc les commerces vont commencer à s'installer ici. Et c'est petit à petit qu'on va être dans un système polycentrique, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à Ajaccio complètement. Le pôle urbain, comme tu l'as toujours connu, le centre-ville. Et pour d'autres personnes, ce sera Fa, Baséica, pardon, même des communes plus loin rurales. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'aujourd'hui en Corse, même si on dit que la Corse est urbaine et non plus rurale, la Corse est aussi périurbaine. ouais, Et justement, les phénomènes arrivent avant qu'on les étudie, avant qu'on en prenne conscience, quoi. Mais d'ici, c'est déjà le cas. On a un mode d'habiter qui est périurbain pour, je dirais, le quart de la population de l'aire urbaine d'Ajaccio. Donc il n'y a pas à dire à le rejeter ou à dire c'est bien ou c'est mal, c'est la réalité. C'est la réalité tout simplement. Donc soit on l'étudie, on essaye de trouver des solutions, et on essaye d'arranger à peu près ce qui s'est fait, soit on continue le développement tel voilà. quel. Mais moi, si tu veux, la difficulté que je trouve avec la Corse, la problématique essentielle, c'est que j'ai l'impression qu'on a un décalage de 10, 20 ans et qu'en fait, on applique les mauvais modèles avec 20 ans de retard alors que d'autres en reviennent. Je m'explique. Effectivement, il y a ce phénomène de périurbanisation, donc les petites communes ou les petits centres d'habitat qui vont être rapprochés dans des communautés d'agglomération, dans des agglomérations carrément. Mais il y a aussi un phénomène, c'est que tu as la muséification des centres-villes. Donc, c'est-à-dire, je prends le cas de Bastia, parce que tu si sott'anaccia, ma io so bastiaccio, a Cavreato e a raggio a mia. Le truc, c'est que Bastia, tu avais par exemple le centre-ville, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypercentre, qui était constitué par exemple de Gaudin, la rue Droite, la Citadelle, Saint-Joseph, etc. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que c'était très vétuste dans les années 50-60 après la guerre. On a commencé à créer ce qu'on appelle la banlieue, sur Lupino et Montesoro, qui étaient essentiellement des zones agricoles. Donc là, les gens du centre-ville, par rapport à la modernité, se sont déplacés vers la modernité, c'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, des pièces plus spacieuses que dans le centre ancien, les toilettes à l'intérieur, enfin bon, parce qu'aujourd'hui, on n'en fait plus cas de tout ça, mais à l'époque, c'était le cas. Donc, ils se déplacent vers le sud de la ville, sauf que, années 80-90, explosion des villes. Année 2000, j'en parle même pas, la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, tu fais plus de différence entre Bastia et Foriani. Quand tu es à Agliani, tu sais jamais si tu es sur Bastia ou Foriani. Donc, entre Bastia et la plaine, je dirais, c'est quasiment un flot périurbain continu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as les centres-villes qui ont été piétonnisés, en partie, où les franchises entre guillemets s'installent parce qu'elles ont les moyens d'assumer un loyer dans le centre ancien, etc. Et tu as une uniformisation, c'est-à-dire que tu as à l'intérieur de Bastia, tu as l'impression d'être à Aix-en-Provence ou dans n'importe quelle autre ville uniformisée, avec un centre-ville muséifié, l'immobilier inaccessible, et au fur et à mesure, la population qui était, je dirais presque autochtone, a été décalé jusqu'à Foriani. Aujourd'hui, Foriani commence à être aussi un peu inaccessible. Donc, sur Bigouille, Bigouille étant un peu élevé sur Borg ou Luciana, etc., etc. Donc, en fait, tu as un étalement et une dispersion de la population. Et j'ai l'impression que la carte joue contre l'individu. Tu comprends? Et que ce modèle-là,
En fait, c'est celui de plan de campagne, c'est celui de Marseille, c'est celui de Toulouse, c'est celui d'autres villes dans le monde, de Londres ou de n'importe quelle autre ville dans le monde. Sauf que, au fur et à mesure, on revient. Je parle par exemple de la piétonisation des centres-villes qui accentue le phénomène de muséification, donc qui accentue la pression immobilière, etc., où on va finir par ne plus louer que des Airbnb. Ils en reviennent. C'est-à-dire que tu as des villes qui étaient passées à 70-80% piétonnes, des centres-villes, qui disent bon, on va réduire un peu la marge parce que là, au stade actuel où ça en est, ok, c'est bien, hein, les H&M, tout ce que tu veux, voilà. Mais les centres-villes sont devenus des musées dans lesquels on ne peut plus habiter. Pourquoi? Parce que c'est malheureux, hein, mais la conservation, l'aménagement, l'embellissement, etc., n'a donné l'accès à ces choses-là qu'à des puissances financières, entre guillemets. Donc, soit tu as les CSP+, donc les catégories socio-professionnelles les plus élevées qui peuvent y accéder à la propriété ou à la location, soit les franchises parce qu'elles ont une puissance financière. Donc, est-ce que ces modèles-là, on continue à les appliquer encore aujourd'hui en Corse? Et c'est tout le problème de à la fois revitaliser, mais aussi de contrer les effets de la revitalisation qui sont l'augmentation, que ce soit du prix du foncier ou même la valorisation économique des centres-villes. Mais toutes les villes sont confrontées à ça et c'est justement pour ça aussi que les dispositifs de valorisation des centres-villes évoluent très rapidement, justement pour essayer de contrer ces effets. Là, ce que tu me décris, alors au début, juste pour corriger, tu parlais d'un décalage avec le continent, mais au moment où on construit à Bastia Lupine, ou au moment où on construit à Ajaccio les Cannes, les Salines, bon, c'est les années 60-70. À la même époque en France, tu as les villes nouvelles et les grands ensembles, hein. Mm. Donc, parler de décalage, je veux bien qu'on parle aussi de particularisme. La Corse vit de sa manière les mêmes événements qui se passent en même temps sur le continent. Et là aussi, ça nous permet de nous remettre dans un ensemble continental qui, je pense, n'est pas incohérent. Ah ouais, après, pour la revitalisation des centres, comment dire, c'est vrai que la loi Malraux, dans sa constitution en 1962, il me semble, c'est on va protéger le patrimoine des centres-villes et donc, quelque manière, muséifier. Alors ensuite, il y a eu d'autres dispositifs qui, petit à petit, ont changé de paradigme et qui ont essayé d'intégrer plusieurs notions, que ce soit le développement économique du centre-ville ou même l'inclusion des populations. Donc aujourd'hui, quand on pense à un centre-ville, sa revitalisation, on pense aussi aux populations, on pense aussi question de mixité sociale, et donc ne pas garantir un accès au centre-ville aux seuls, ouais, comme tu dis, les CSP+, les libéraux, les cadres, qui eux pourront se payer des superficies ou même des appartements, les refaire, etc. Et en fait, aujourd'hui, je pense que ça part d'une volonté des élus de toutes les villes de garantir un accès à l'hypercentre, à la ville, à tout le monde en fait. Que ce soit, tous les dispositifs sont possibles. Donc, tu as aussi la préemption et tu as aussi la constitution d'un parc de logements locatifs qui ne doit pas être seulement en périphérie, mais aussi dans la ville. Et ça, c'est tout à fait possible. Intramuros. Ouais. Voilà, Mais disons que moi, si tu veux, la peur que j'ai, qui s'avère c'est fondée que par... tes enfants ne pourront pas acheter dans 20 ans à Bastia. Alors déjà, bon, déjà dans 20 ans, à mon avis, on sera au niveau de Monaco si ça continue comme ça. Mais au-delà de ça, si tu veux, il y a aussi l'esprit, hein, c'est un peu le sujet qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui. C'est que moi, j'ai connu la citadelle, par exemple, de Bastia étant jeune. J'ai quasiment grandi, en partie en tout cas, à la citadelle. Je me souviens de la citadelle où je faisais des 31 avec, à la même table, tu avais des Corses, des Italiens, des Maghrébins, etc. Aujourd'hui, tu vas à la citadelle, et je ne jette pas la pierre parce qu'elle est magnifique, hein, mais c'est un peu gentrifié. C'est-à-dire que la citadelle, c'est bien pour l'apéro, c'est bien pour le spectacle vivant en journée d'été, le petit concert, le resto, mais il n'y a plus l'esprit de la citadelle entre guillemets, comme il était autrefois. Et c'est pareil pour d'autres. Bastia, c'est un peu comme ça a été Ajaccio, mais il y a plus longtemps et de manière moins précise. Mais Bastia, c'est un ensemble de villages. C'est-à-dire Rumerca, c'est un village avec un état d'esprit. C'est le port. C'est la proximité immédiate du port. C'est là où ça débarquait les marchandises, etc. Terreno, là où la citadelle, etc., c'était un autre état d'esprit, Saint-Joseph. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on gomme les individus.
Et attention, je ne parle pas de l'individualité, là, je parle des gens avec leurs pratiques, leurs noms. Je veux dire, on s'en aperçoit tous les jours, notamment dans la toponymie. Moi, quand je vois pousser des immeubles sur des endroits, sur des zones agricoles qui ont leur nom, hein, en Corse, quand je vois pousser des trucs qui s'appellent Green Avenue, La closerie. la closerie des lilas parfumée au jasmin, et Nous, on voilà, l'appelle la closerie des oliveraies, quoi, tu vois. ouais, la closerie des oliveraies, là, déjà, hein, là où il n'y a jamais eu d'olivier, en plus la closerie, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, tu vois, il y a non seulement une volonté d'effacer le lieu, alors que ce soit par une force politique, que ce soit par une volonté économique ou sociale, que ce soit incontournable, et même, je dirais, en même temps que sur le continent, etc. Mais en même temps, il y a cette volonté aussi, j'ai l'impression, de ne pas préserver l'identité du lieu, de ne pas préserver l'identité des gens, et de fait d'avoir une espèce de ville artificielle. Tu pourrais habiter aujourd'hui à Bastia, presque, on n'y est pas encore, mais dans 10 ans, 20 ans, comme tu disais, on pourrait habiter comme on habite Maubeuge, ou comme on habite Birmingham, ou comme on habite n'importe où. Donc, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a la carte, qu'elle soit dessinée d'elle-même ou qu'on la dessine, la carte joue contre les gens, quoi, contre l'individu. Bah, pour répondre à ça, c'est un peu le souci de la décentralisation à la française, qui à la fois bon, a délégué des pouvoirs aux régions communes, mais qui, d'un autre côté, a diffusé sur l'ensemble du territoire les mêmes dispositifs de politique publique. C'est-à-dire que la revitalisation de ton centre à Maubeuge, comme tu dis, je pense qu'à quelques aspects près, elle sera pareille qu'à Bastia ou à Ajaccio. Et ça aussi, Ouais, ça fait partie d'une conception du patrimoine qui est bien française, quoi, la mérimée. C'est-à-dire aller lister les monuments qui ont un intérêt architectural, un intérêt patrimonial et que l'on va protéger. Mais à ouais. côté du patrimoine matériel, il y a aussi ce patrimoine immatériel qui, lui, justement, ne relève pas du regard de l'expert. Mm. Et là, ça commence à faire son chemin, surtout dans les, je dirais dans les pays du Sud, Ouais, par les grandes organisations internationales et bien, qui essaient justement de valoriser soit les pratiques culturelles, les usages, la transmission l'entretien des bâtiments, mais à partir de la culture et de l'histoire des peuples, ouais, mais de l'histoire de l'histoire d'une société. donc là, tu parles de Et l'Europe essentiellement, c'est ça? non, ça peut être le cas non, ça peut être le cas en Afrique, en Inde, où en fait on essaye de valoriser le patrimoine oui, le patrimoine des sociétés, des Mm. villes, à travers la protection de la transmission immatérielle. Ouais. Mais alors, est-ce que Et, je comprends ce que tu veux dire, mais si par exemple, on est dans une logique européenne comme à l'heure actuelle avec les grandes aires infrarégionales, les transrègles, etc., on s'aperçoit quand même que dans les directives de l'État, il y a des volontés de créer des super régions, entre guillemets, avec des vocations. C'est-à-dire, par exemple, des régions dans le sud, on pourrait dire Toscane, Corse, etc., qui ont une vocation touristique. Donc, les orientations politiques qui sont données, ce sont des orientations presque, j'ai envie de dire, ils mettent la vache dans le couloir pour qu'elle avance ouais, mais vers ça, cet objectif-là. c'est aussi une déclinaison des directives européennes qui veulent créer, comme tu dis, des espaces infrarégionaux. Et après, bon, c'est aussi une manière de concurrencer les régions entre elles, d'une certaine manière. Le souci, c'est que comment tu veux développer des liaisons et des communications entre régions historiques, entre bassins culturels historiques, dont justement dont on a séparé avec la construction des États-nations. Mmh. Je veux dire, Ouais, bon, l'infra-régionalité, elle existait avant les États-nations, quoi. bien sûr. Je veux dire, bon, la Corse a été dans son bassin méditerranéen. À partir du moment où pendant 200 ans, 250 ans, tu coupes les relations, comment tu arrives à recréer quelque chose derrière qui est impulsé depuis la Commission européenne et depuis le Parlement européen? Et comment tu essayes de recréer juste par Mais, le politique ce qui, à la base, était un ancrage culturel et infrarégional? ben justement, c'est là où on revient à ce qu'on disait au début, donc la vocation du géographe, de l'historien, à avoir non plus seulement une place, j'ai presque envie de dire, universitaire ou purement intellectuelle, mais aussi une place politique et pragmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je comprends toujours pas, et je suis peut-être naïf, benet, tout ce qu'on veut, mais
je ne comprends pas comment on peut prendre des décisions sur un développement urbain, sur un développement infrarégional, sur des coopérations économiques, sociales, culturelles, etc., sans prendre en compte toutes les dimensions. Heu, Ça, moi, ça me paraît, c'est un peu comme quand ils ont voulu quand le gouvernement, l'État a voulu créer, ces espèces de nouvelles régions, en assimilant des pays, enfin des régions, des endroits qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, la Mmh. super Picardie 2.0, Corsigaland, enfin bon, des trucs, complètement farfelus. On Des se pôles de compétitivité. Voilà, des pôles de compétitivité, mais sans prendre en compte justement ce dont on parle depuis le début, c'est bien la réalité, sociale, historique, culturelle, humaine et territoriale. On s'aperçoit en Corse, bon là encore, Dieu merci, ils ont, ça a à peu près disparu, mais les cantons, enfin moi les cantons, pour moi, c'est une des plus grosses aberrations de l'histoire, institutionnelle et géographique et politique et juridique de la Corse. Il y en a C'est commencé à comme décider. quand on te promettait le paradis à partir de la fusion des communes, quoi. Oui, voilà. Enfin, tu retrouves des articles des années 60 en Corse, on te dit le patelin de 3 maisons qui va fusionner avec le village, ça va être magique, plus d'équipements, plus de réseaux, plus de tout, et finalement tu te rends compte que ça a servi à rien. Donc en fait, chaque époque a ses objectifs, chaque époque a ses directives. Tu vois, par exemple, on sera passé de, de l'équité territoriale dans les années 60 avec les grands schémas directeurs, c'est-à-dire construire des autoroutes dans toute la France. Comme ça, on offre le transport et la circulation à tous, mais sans penser aux besoins des populations. Mmh. C'est-à-dire, on a développé un réseau d'autoroutes sur toute la France, mais finalement, est-ce qu'on a pensé aux connexions qui existaient déjà dans les bassins de vie traditionnels, historiques? Et justement, est-ce qu'on a essayé de se reposer sur ça? Pas vraiment. On a essayé de développer un réseau sans penser aux réels besoins des populations, c'est-à-dire par région. Bon, aujourd'hui, on a laissé tomber ça. Ouais, Aujourd'hui, on n'essaye plus de développer les réseaux de transport. Aujourd'hui, on a plus des difficultés à entretenir les réseaux de transport. oui, qui sont toujours Aujourd'hui, les la mêmes. France, elle se concentre sur l'entretien des réseaux de transport. Mmh. Par Ouais. contre, si on avait vraiment pensé aux besoins des populations, je pense qu'aujourd'hui, on aurait une flotte de bateaux entre la Corse, la Sardaigne et l'Italie qui serait assez effective. Ouais. Or, aujourd'hui, tu as du mal à rejoindre les 12 kilomètres qui te séparent de Bonifacio et de Santa Teresa Ouais. avec un bateau qui part une fois sur 5 quand tu as 40 kilomètres devant. Ah mais tu vois, c'est pareil, on revient sur l'orientation politique. Je veux dire, le lien avec l'Italie, avec la Toscane, avec la Ligurie, avec peu importe, hein, avec le Latium et tout ça, c'est quand même d'une absurdité sans nom. Moi, quand j'entends les mecs qui me disent: «Ouais, mais» enfin, moi, je vois par rapport à Rome, par exemple, où on est très peu d'étudiants en Corse à se rendre à Rome, alors que Rome, ça fourmille de possibilités. Je veux dire, c'est quand même une des plus grandes capitales européennes. C'est la capitale de la enfin, du catholicisme, enfin, c'est bon, la capitale de beaucoup de choses. Tu arrives là-bas, on te dit: «Ouais, non, mais attends, pour aller à Rome, c'est comme si tu vas, partir au Groenland Tu en vas à New expédition. York, quoi. Tu vas à New York, c'est en face. C'est-à-dire, l'embouchure du Tibre, elle est entre Allier et Porto Vecchio. Et on a, peut-être, allez, un bateau par jour à tout casser, pas de ligne aérienne, alors que ça fourmille de possibilités. On sait que l'Italie, c'est environ 65-70 millions d'habitants, qu'au niveau linguistique, il y a une promiscuité, une proximité qui est énorme, et on continue toujours à te vendre des, entre guillemets, «des vols vers Nanterre, Nantes», enfin peu importe, mais vers des coins paumés, alors il y a des raisons économiques, il y a des raisons, de trafic aérien, il y a tout un tas de raisons, mais la volonté quand même de nous réorienter vers ce qui est notre bassin naturel, c'est quand même une volonté politique de retracer une carte qui a toujours existé. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire la mer entre nous, ce qu'on appelle la mer Tyrrhénienne, la mer entre nous et la péninsule, c'est une route, c'est une autoroute qui a été empruntée en aller-retour pendant des milliers d'années. Là, justement, on citait le livre de Monsieur Litch. Il y a un passage croustillant que j'ai remarqué où un Corse charge un autre Corse d'aller à Rome acheter une Etera. C'est-à-dire que le mec, au lieu d'aller à l'Atrium le samedi, faire le tour de, Sephora ou je ne sais même pas ce qu'il y a, le mec, il va à Rome acheter une Etera et il revient. Bon, et ça s'est mal passé. J'invite les gens à lire le livre, c'est assez rigolo. Hem, donc les types vont et viennent, et nous, aujourd'hui, on ne peut pas. Alors qu'on a, les universités romaines, les universités florentines, les universités pisanes. On fait partie aussi de cet comme tu disais tout à l'heure, de ce bassin, historique, architectural, philosophique, poétique, littéraire, enfin,
et on continue quand même à dessiner nos cartes et à regarder de l'autre côté. Et en fait, Voilà. c'est là que tu te rends compte, en majeure partie, l'aménagement du territoire impulsé par une politique te modifie même cet ancrage et t'en sépare complètement. Mmh. C'est ça aussi qui est magique enfin, moi je trouve ça c'est terrible hein, en soi, mais c'est extraordinaire de voir comment l'homme peut parvenir à mettre son empreinte à partir d'une volonté, quoi, à partir d'une volonté politique. Mmh. C'est tout l'enjeu de l'urbanisme. C'est à partir d'une volonté, comment tu arrives à construire quelque chose. Et là, on a 200 ans d'aménagement sous nos yeux, d'aménagement de transport et de politique qui nous ont complètement coupés de ce bassin historique. Ouais, tout à fait. Ben, on le voit tous les jours, hein, de toute façon, je le disais tout à l'heure, même, ne serait-ce qu'au niveau de la toponymie, au niveau de tout un tas de choses, au niveau du sens, hein, aujourd'hui, il y a pas un étudiant qui aurait l'idée d'aller faire ses études à Rome, enfin, ou très peu en tout cas, à la marge, d'aller faire ses Rome ou études même à Pise, en Sardaigne, hein. ou en Sardaigne, alors qu'en Sardaigne, je veux dire, on a des historiens, de folie, je pense à Zucca, enfin bon, il y en a tout un tas qui ont étudié aussi l'histoire de la Corse par la force des choses. Il y a des archéologues, il y a tout ce qu'il faut, mais personne n'aurait l'idée de franchir le détroit, si ce n'est pour aller faire des courses, comme on fait aujourd'hui à Livourne, pour aller remplir la voiture de produits divers et variés et délicieux, il faut le dire quand même, de nos amis italiens et cousins. Mais voilà, donc Oui, oui. il y a effectivement une logique territoriale. Et je pense que l'origine, alors sur cette émission, c'est vrai que je parle beaucoup, hein. Vas-y, Je pense vas-y, ça je pense qu'il y m'intéresse. a il y a un problème entre les princes et les conseillers, si tu veux. Je pense qu'un bon prince, c'est quelqu'un qui a de bons conseillers. Voilà, le prince, et là, l'absence effectivement d'historiens, de géographes, et cetera, et de tout un tas d'autres spécialistes, hein, dans je dirais dans la décision politique, à l'origine de la décision politique, ça fait que parfois on a voilà, aujourd'hui, on va le dire, c'est le règne de l'administration, donc ça se décide dans un bureau où, beaucoup de gens sont spécialisés dans rien. Donc qui vont décider et dire: «Voilà, bon, ben, le politique à peu près a voulu dire ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais donner cette orientation-là au document». Ça va faire la navette un peu entre le politique et l'administratif et au final, on se retrouve avec une décision qui bien souvent est absurde. Moi, je parle là, par exemple, du Paduc. Moi, le fait de contrebalancer des terres agricoles, Paduc, que j'ai pas lu en entier, je pense qu'aucun être humain sur terre ne l'a lu en entier, sauf quelques heureux, élus. Mais le fait de pouvoir compenser la consommation de terres agricoles par le don d'autres terres de manière complètement absurde, à moi, c'est un truc qui je ne peux pas comprendre. Parce qu'à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je construis un centre commercial qu'on appellera le patio, sur des terres agricoles et d'un autre côté, pour contrebalancer, je donne le double en terres rocailleuses, à flanc de montagne où même les chèvres ne vont pas. Tu Ouais, comprends? après, Donc c'est le même principe que la compensation écologique, quoi. ouais, voilà. Sur un immeuble que tu construis et que tu urbanises, que tu anthropises, eh beh, cette même surface, tu devras protéger une terre agricole. Mais dans une terre agricole ou un terrain, qui a un intérêt, pour la biodiversité, pour l'écologie, on voit que ça marche, dans les faits, ça marche pas vraiment. C'est toujours un tour de passe-passe qui, en fait, Absolument. ne rattrapera pas ce qui a été détruit. Voilà, on Et encore rattrape. derrière, tu as des intérêts différents, des objectifs, différents et c'est toujours, concilier tout ça, ça devient de plus en plus compliqué et tu as des conflits d'acteurs énormes qui se créent Ouais. et mais tout de même, il y a quand même le politique qui peut faire quelque chose et qui peut petit à petit imposer. Il y a le politique qui normalement peut imposer effectivement, mais moi je suis, Mais le politique doit être bien conseillé aussi. voilà, c'est ça, et le politique, on doit lui dire non pas ce qu'il veut entendre, mais ce qu'il a besoin d'entendre. Donc pour ça, il faut des gens formés dans des spécialités, des disciplines. Je veux dire, on peut pas avoir quelqu'un qui calculait les RTT des agents la veille, qui demain va décider de la patrimonialisation d'une église, enfin de sa sauvegarde, sa restauration, et cetera. Alors parlant des universitaires, petit moment lecture, tu as choisi un Ouais. livre, un extrait de livre, donc Je vais tu peux. choisir l'extrait parce que je t'avais envoyé beaucoup de pages. Ouais, non, mais on va lire les 3 pages, il y en a pour 4 minutes. De toute façon, le principe de l'émission aussi, si tu veux, c'est que le format, TikTok en 3 minutes,
le format Facebook, les gens décrochent au bout de minutes. Nous, on s'en fout. D'accord, ouais. On en a rien à foutre, on n'a pas de pression, on n'a pas de publicité, donc on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Alors tu as choisi, un livre de Jérôme Ferrari. Le livre plutôt, oui, Oui, une nouvelle, donc c'était en variété de la mort et ça ouais, s'appelait Ethnologue. c'est ça. Alors, je vais lire juste le truc ou tu veux le lire toi? C'est chaque comme tu veux. Vas-y, vas-y, tu peux lire. Alors, ethnologue. Théodore Morakin, il n'était accordé que depuis 2 jours, mais c'était bien suffisant pour remarquer que toutes les nanas étaient sapées comme des putes. En poussant la porte de la salle humide du Palais national qui accueillait les étudiants de maîtrise, il ne fut donc pas surpris de voir une fille en bottes et mini-jupe rouge, pourvue de seins énormes dont les pointes menaçaient de trouver la dentelle de l'ignoble body violet qui faisait ce qu'il pouvait pour les empêcher de jaillir à l'air libre. Sa blondeur était si manifestement artificielle qu'il n'était pas difficile d'en déduire la noirceur absolue des poils de sa chatte. Sentant qu'il n'allait pas tarder à bander, Théodore pressa le pas pour se réfugier derrière le bureau professoral. Il regarda les autres étudiants. Jamais de sa vie il n'avait eu un effectif si réduit. C'était déprimant. D'autant plus, d'autant qu'en plus de la fille, l'effectif en question se composait de 3 types dont le regard ne brillait pas particulièrement d'intelligence. En fait, ils avaient tous des gueules impossibles. Théodore se présenta avec courtoisie, exprima tant bien que mal sa joie d'enseigner désormais à l'université de Corse et demanda aux étudiants d'exposer succinctement leur sujet de recherche. Ils le regardèrent avec un effarement mêlé de stupeur qui le consterna. En fait, il le comprit vite, il les impressionnait. Théodore Morakin était devenu une sommité mondiale de l'ethnologie après la publication d'un livre extraordinaire sur une tribu amazonienne. Il avait enseigné à la Sorbonne et dans quelques universités américaines. Sa présence à Corté était donc tout à fait incompréhensible pour les étudiants et n'entendait pas les éclairer sur ses motivations. Il leur sourit et réitéra sa demande. La fille se lança. Bon, alors là, si vous n'avez pas encore enlevé les enfants devant l'écran, sortez-les. Je m'appelle Marie-Paul Cardi et j'ai une licence de sociolinguistique. Je me suis orienté vers l'ethnologie pour aller au fond des choses, pour pouvoir m'exprimer librement. Je travaille sur le rôle symbolique des femmes dans la chasse au sanglier. Merde, pensa Théodore. J'en suis sûr, poursuivit-elle en s'exaltant visiblement, que le sanglier représente la féminité inaccessible et que la stratégie de la battue est une tentative symbolique d'encerclement de l'inféminin par le multiple masculin, une façon pour les hommes d'échapper à la frustration inhérente à leurs conditions. Je veux dire la difficulté d'être porteur du phallus dans une société traditionnelle, et à cet égard le sang réservé aux entrailles de l'animal dans lesquelles il est facile de reconnaître une métaphore de l'utérus, me semble. Théodore l'arrêta d'un geste de la main. C'est juste une prise de contact, dit-il. Nous aurons le temps d'approfondir vos analyses. Cette pute est complètement cinglée, pensa-t-il. Il fit un signe de tête à l'étudiant suivant. Il était résolument laid et habillé d'une manière qui semblait vouloir repousser à l'infini les limites du ridicule. Costume en velours côtelé noir, chemise à carreaux en laine, godillot informe, large ceinture de tissu rouge autour des reins. Il ressemblait en tout point au personnage indigène qui figurait sur les cartes postales destinées aux touristes. Un espoir de barbe tentait de s'imposer entre les gros boutons d'acné qui agrémentaient ses joues et son menton. La lèvre supérieure, curieusement humide, restait glabre sans qu'il soit possible de savoir si ce phénomène relevait d'un choix esthétique malheureux ou d'une défaillance hormonale. Théodore détourna les yeux. Je m'appelle Bertrand Durand et bordel de nom de Dieu, Bertrand pensa Théodore, épouvanté par l'infâme corcisation du prénom. Je travaille sur le mazérisme et ses prolongations modernes. Le mazéro est un personnage de la mythologie corse participant au rêve à une chasse. Il découvre que l'animal tué aborde un visage humain, celui de quelqu'un qui doit mourir. Le mazéro et le messager de la mort sont révélateurs. En soi, ce n'était pas inintéressant, quoique Théodore en était certain, il n'y eut pas de quoi fouetter un chat. Mais c'était, il avait pu s'en rendre compte en consultant le fichier des thèses et des EA, un sujet qui avait été abordé plus de 40 fois sous tous les angles possibles depuis la création de l'université de Corse. Quand je suis sûr que le mazérisme existe encore, moi-même, d'après certains de mes rêves. Vous rêvez demanda Théodore. Racontez-moi un peu ça. Bien, expliqua Durand avec gravité. Il y a un mois, j'ai rêvé que je chassais une énorme poule d'eau toute blanche et que je la blessais à la patte gauche. Et elle s'est mise à hurler. Ne m'achève pas, c'est moi. C'est là que j'ai reconnu un ami à moi. Eh bien, soupira Théodore. Il a eu un accident de voiture et sa voiture est blanche, triompha Durand. Voilà, petit extrait un peu longuet, mais savoureux. Variété de la mort de Jérôme Ferrari. Ça doit Euh, être la plus drôle de tout le recueil. Ah, c'est ouais, elle est fantastique. Ethnologue, elle est fantastique. Elle est représentative de tout un tas de choses. Effectivement, donc la caricature folklorique, comment on peut dire, je ne vais pas dire la perversion, mais le trafic de certaines idéologies mélangées à des trucs traditionnels. Enfin, je veux dire, on est dans l'absurde et à la fois dans le concret, parce que j'ai vu moi-même passer quelquefois des choses de cet acabit. Donc, pourquoi cet extrait, Miss Lisa? Pourquoi c'était déjà pour le genre?
parce que j'aime, comme beaucoup de monde, j'aime beaucoup les nouvelles et je me suis beaucoup posé la question pourquoi la nouvelle était le genre privilégié de la littérature corse. Donc enfin les récits courts en général sont privilégiés et je pense qu'en fait, c'est ce qui convient le mieux à la langue, à sa structure et aux histoires qu'elle raconte tout simplement parce que bon le roman en Corse, c'est tout ce que c'est le genre de la bourgeoisie et Ouais, donc tout à fait. pas vraiment, pas vraiment voué à se développer, sur nos, Sur nos soit contrées. dans nos villes, dans les campagnes, vraiment avec une culture, voilà, comme la nôtre. Et puis outre le lieu, enfin, c'est ce qui peut se passer exactement dans toutes les universités et 20 ans avant, on a l'impression qu'ils prédisaient déjà ce qui se passait, ce qui se passe aujourd'hui, quoi. La surproduction universitaire, la surproduction, du savoir, hem, le fait de devoir produire, absolument du contenu qui, en fait, a été fait, refait, surfait. On a ce problème aussi du plagiat et donc on se pose un peu, on se pose la question maintenant, à quoi va servir vraiment en mémoire une thèse Mmh. ou une production universitaire, quoi? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a l'objectif presque, j'ai envie de dire, socio-idéologique avant, l'intérêt de la recherche elle-même, on le C'est voit. ça, il y aura maintenant avant de faire de la recherche, tu connais déjà ton hypothèse, tu Ouais, connais déjà les résultats de tes hypothèses. voilà. Alors que parfois, normalement, si on utilise la méthode, un peu à l'ancienne et traditionnelle, heu, presque à la fin du doctorat, tu as toujours pas dire pas compris, mais Voilà, tu as tu pas te poses plus de questions à la fin qu'au voilà, début. voilà, c'est plus tu es proche de la fin, normalement, plus tu te poses de questions et là, effectivement, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette espèce de certitude permanente, d'avoir, une prédisposition ou d'avoir, peut-être un savoir que l'autre n'ont pas, alors que tu ne maîtrises en absolument rien et de faire en sorte que tout, c'est presque, enfin, je vais pas comparer ça quand même, mais les nazis, c'était un peu ça. C'est-à-dire que au niveau scientifique, ils avaient d'abord la conviction et après Mmh. la recherche, «scientifique» entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça et j'ai l'impression que dans le modus operandi, alors je compare pas, attention, hein, mais le modus operandi, c'est comme tu le disais très justement, j'ai la conviction et je vais l'appuyer par, une démarche, universitaire. Ça, en tout cas, c'est aujourd'hui, on le constate, j'ai l'impression que le constate de partout et puis avec ça, tu as aussi ça a évolué comme ça, je pense depuis quelques siècles, c'est le cloisonnement de chaque discipline Mmh. et Oui, il y a moins aujourd'hui, je vais en scientifique pour faire que des mathématiques, à quoi ça me servir la philosophie? bien sûr, Alors que la philosophie, sert, autant dans les mathématiques que la physique pour comprendre soit le raisonnement. exactement, ouais. Maintenant quand tu vas faire du je sais pas moi, de la communication et à quoi ça va me servir, d'apprendre, de la linguistique ou de l'histoire ou ça soit n'importe quoi. Bien sûr. Non, oui, la transdisciplinarité, on en parle assez souvent dans l'émission, dans Navigé, là. C'est effectivement quelque chose qui est demandé, attendu. Alors, la transdisciplinarité, c'est pas justement, comme pour certains, Bah, il y a de tout quoi, voilà, c'est le mot voilà, valise, hein. c'est le mot valise, c'est le mot aussi à la mode, mais en fait, la disciplinarité, c'est s'appuyer sur une connaissance, je dirais, quasi professionnelle de plusieurs disciplines pour, servir une discipline, en fait. C'est pas simplement toucher un peu, à l'ethnologie, toucher un peu à l'histoire, toucher un peu, à la cuisine, toucher un peu à la maçonnerie et puis faire un four rapide et enfin bon, c'est vraiment quelque chose, je dirais, c'est presque une discipline en soi, la transdisciplinarité. Et puis Heu, aussi on le voit aussi surtout par rapport à l'histoire comme tu en parles, j'ai l'impression que les querelles, viennent aussi du fait qu'on a beaucoup plus de mal à contextualiser par rapport à avant. bien sûr, Et donc de se replonger dans une époque avec, des schismes de pensée, un modèle qui n'était pas le même qu'aujourd'hui et de ça vient une sorte, d'intolérance, quoi. mmh. Oui, il y a une intolérance effectivement, tu as raison. Pour revenir au genre que tu disais tout à l'heure, donc effectivement la nouvelle, c'est aussi parce que je pense qu'en Corse, le récit traditionnel, il est très court parce qu'il doit pouvoir être raconté à l'oral. Et donc forcément, Tout à il fait. y a voilà, d'ailleurs, j'invite aussi les gens, à consulter, l'ouvrage «Contes et légendes de la tradition orale corse» que tu connais bien, je crois, Ursalaman ou Cinareda, qui est édité chez Albiane et dont l'auteur est Matteo Giacomo Marcellesi. C'est ça? C'est Je me ça, suis tout pas à fait. trompé? Tu Voilà, te ouais. trompes pas. Voilà, donc un recueil de contes, qui sont essentiellement, je dirais,
capté Idologi, je crois, c'est ça, hein, dans la région de Santa Lucia. Voilà, Ouais, plutôt l'autre versant, plutôt l'autre Alta versant. Rocca et puis Piandafre, parce que bon, la plaine et la Ouais, montagne étaient connectées par les activités de transhumance. Et donc, on avait les mêmes populations qui vivaient l'été à la montagne, donc dans les villages notamment de Lévis, Coens, Sorbolan, Auxerre, Pollen, et puis qui l'été descendaient à Piandafre ou dans les hameaux, que ce soit Quer, Rapour ou Coa, c'est-à-dire tout l'arrière-pays de Porto Vecchio. ouais. Ben, Et Garissota aussi. j'invite les gens à découvrir ce livre énorme que moi-même je compulse en ce moment, avec, je dois le dire, force gourmandise, parce que c'est magnifique. Voilà, et puis on Alors, parlait aussi oui, dis-moi, je te vas-y. coupe, on parlait de l'interdisciplinarité et Mm. des différentes approches. Mais on est comme on disait, dans un ancrage historique avec des histoires et des contes qui tiennent leur structure narrative des épopées grecques, des reali di Francia, des poèmes épiques. Mm. Et donc, on est dans une transmission, oui, voilà, une transmission séculaire. Mm. Et par exemple, en lisant Ugonti Pazzo, vous aurez des occurrences, par exemple, des occurrences voilà, de contes grecs ou d'épopées grecques, tout simplement. Oui, ben, ça tient, ça on renverra plutôt à notre ami Don Mathieu Santini, par exemple, qui étudie les contes, mais il y a l'histoire du monomythe, c'est-à-dire de la structure universelle du conte, qui après est adaptée à la spécificité locale, culturelle, folklorique, mais au sens noble du thème, hein, du terme, Tout à fait, l'expression mais du on aura volk. la trame commune qui est fantastique. Ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, on va passer à l'extrait que tu as choisi de film. Donc, il s'agit de Otto e Mezzo de Federico Fellini. Donc, on est dans les années 60, le film d'un réalisateur dépressif, presque, j'ai envie de dire, qui est défoncé, qui fait un film qui a été considéré comme foireux, il faut dire ce qui est. Et donc, tu as choisi la dernière scène, Le final. le final. Alors, on va le passer tout de suite et on se retrouve, comme d'habitude, juste après. Un momentino, te lo do io il segnale. Ecco, adesso vai verso la tenda. Aprite!
Alors pourquoi ce choix? Mais d'abord pour la musique, je viens toujours par ailleurs, quoi. Le Ferrari, c'est pour la nouvelle. Bon, là, c'est un film pour la musique. Bon, Nino Rota, qui est c'est-à-dire un grand compositeur, qui est un grand compositeur, tu le connais, tu sais que c'est un grand compositeur parce que tu peux écouter la musique sans le film. Voilà, ouais, oui, Et donc Nino Rota, tu peux sa musique vient en autonomie et d'ailleurs, il composait la musique presque sans regarder le film, quoi. ouais, Et c'est c'est ça. ça qui est extraordinaire. En plus, il venait d'une formation, classique, mais il te transcende, tous les styles. À Oui, la ça fois, ça part dans le fantastique, tu vois? Tu sens un peu, tu sens toutes les influences d'une époque, à la fois le jazz, le rock, mais aussi, toujours cette trame, classique derrière dans une composition mélodique qui est extraordinaire. mmh. Et puis les films de Fellini, bon déjà c'est magnifique, hein. Ah oui, oui, ouais, Enfin ouais, c'est d'une beauté extraordinaire et à la fois tu as conscience d'un monde, qui disparaît, d'une société, d'une société, enfin tu le vois à travers, voilà, les gens qui sont, en costume, bien habillés, qui mmh, défilent et puis, une sorte de décor un peu dystopique fait de je sais pas, d'échafaudage, d'une moitié de cirque. ouais, Et tu as l'effondrement d'une société traditionnelle dans la modernité. Tu ouais, le c'est vois ça. aussi beaucoup dans, maintenant j'oublie le nom, enfin c'est le plus connu dans la Dolce Vita, pardon, Oui, la Dolce Vita, oui, où avec Mastroianni, Berg. Tu les vois quitter Rome à 6 heures du matin pour se retrouver dans les grands ensembles, aller dans une cave. Eh oui. Oui, c'est un petit peu là, comme tu disais, on est presque dans le guépard. C'est-à-dire qu'il y a des individus d'une autre époque qui se retrouvent projetés dans des lieux d'une autre époque encore et en Voilà, fait, 100 ouais, ans 100 ans après. voilà. Donc on est dans le voyage temporel et parce que les mondes se terminent et effectivement Federico Fellini, ce film a été considéré un petit peu comme un, je sais pas ce qu'on envie de dire, un de ses testaments, mais loin s'en faut et voilà, même si au montage, bon, c'est un film qui a une histoire de tournage qui est catastrophique aussi, Mmh. mais ça reste effectivement, un beau chef-d'œuvre du maître. Voilà, simplement. Ouais. Alors Lisa, pour, terminer un peu notre entretien, tu reviens en Corse après les études ou pas? Hem, oui, mais après c'est toujours le même problème des gens qui passent, c'est-à-dire on part se former ailleurs. Par se former ailleurs, mais est-ce qu'on va trouver, ce qu'on demande dans un métier, quoi? Ouais, bien sûr. Oui, là, entre guillemets, «l'insertion professionnelle» des postes universitaires, c'est quand même une grosse, grosse problématique. Même pas poste, oui, universitaire Oui, ou quand tu quand tu commences à alors maintenant, je pense que ça a changé. Avant, tu partais sur le continent, tu revenais pour la retraite. ouais, Aujourd'hui, bon, les gens sont beaucoup plus enclins à revenir, surtout avec, voilà, la multiplication des mobilités. C'est plus facile de partir, c'est plus facile de revenir. Termes de voilà, de transport. Mais j'ai l'impression que j'ai pas l'impression qu'avec cette certitude qu'on peut revenir, on part plus facilement aussi. ouais, C'est-à-dire que maintenant, les jeunes, sont plus enclins, à rester 5, 10 ans sur le continent, travailler pour revenir ensuite. mmh, ouais. Mais La après, est-ce qu'il y a aussi un contexte qui est favorable à ça, que ce soit économiquement ou même en termes de l'emploi? Ça, je sais pas trop. ouais. Bah, c'est une grande difficulté, c'est le marasme économique que connaît la Corse, effectivement, avec une économie très tournée vers, le tourisme, facile, on dira. Heu, ça reste Voilà, puis une grosse spécialisation économique dans le secteur. Donc forcément, enfin, on le voit au niveau rien qu'à l'échelle d'une ville, quoi. mmh, Puis les villes, économiquement sont essentiellement spécialisées dans, bars, restauration, activités touristiques. mmh, Donc forcément, il y a des impasses sur d'autres activités économiques. Aussi beaucoup, bon, l'administratif, bien sûr. Ajaccio, je crois que c'est par exemple la ville la plus spécialisée de France dans l'administratif, que ce soit, administratif, voilà, et santé. ouais, Et donc, quelle part, des emplois de niche, que ce soit, voilà, mmh.
l'artisanat, la production, la création. Ou le Et savoir voilà, tout c'est des court? questions. Ouais, c'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, à part le livre de Laetitia Castellani? Qu'est-ce que je lis? Écoute, moi je prends un peu tout et n'importe quoi, hein, ce qui me passe sous la main. Ou une Heu, lecture qui t'a marqué récemment? Lecture, beh, j'aimais bien relire, pas on aime bien relire, tu vois? C'est un Eh peu oui, s'imprégner. La dernière fois, je relisais un peu les fables de Natale Rocchiccioli, énormissime. voilà, qui sont sympathiques et ça fait toujours du bien de les relire de temps en temps, voilà. Et qui sont déclamés avec force talent par, le jeune Luciani sur, les réseaux Ouais, bien sociaux, sûr, une prosodie extraordinaire. ouais, c'est énorme, hein. C'est ça ressuscite un peu, Nadal et Rocchiccioli qui souvent est un peu à l'impasse dans les milieux culturels corses alors que c'est Alors qu'il fait absolument entièrement partie d'un patrimoine littéraire et ah il ouais, faudrait ouais. un peu le réhabiliter. Ah ouais, ouais, bah, oui, c'est parce que c'est Ésope et La Fontaine, mais avec la Magagne en plus et au Spirito Corso Paesano, c'est Tout à fait. monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Lisa, on arrive au bout de cette Ah, est-ce émission. qu'on parlerait pas un peu de Tempi? Ah oui, bien sûr, ah oui. Je Alors vais faire Temple. l'impasse. Non, non, ouais, ouais, parce que moi je tu fais bien de me le rappeler parce que j'ai le producteur dans l'oreillette qui m'a pas passé le mot. Alors Temple, vas-y, feu, si je t'aime Alors enceinte. Tempi. Alors pour te corriger, sinon ils vont me taper sur les doigts, hein, je rigole. Moi je suis pas fondatrice. Je suis pas fondatrice. Moi je me suis greffée par la suite en entendant parler, en rencontrant notamment les 2 fondateurs, donc à l'hiver, 2018, Les 2 début fondateurs 2018. qu'on peut Les nommer 2 peut-être. fondateurs, hein, Marc-Antoine Faure-Colonna d'Istria et Jean Toussaint Olivier Rivatessine. Donc eux, ils ont eu un soir une idée, plutôt une idée, plutôt une interrogation. Ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de site ou de revue géopolitique en langue corse. Ils se sont dit, on va la créer. Voilà, tout simplement. Simplement. Donc ils ont créé, ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont créé un site complètement ex nihilo avec leurs connaissances en informatique. Et puis voilà, puis petit à petit, les gens se sont agrégés. On a été jusqu'à une vingtaine de rédacteurs. Maintenant, le site va avoir 3 ans en mars 2021. Et avec son compteur pour le moment, 555 articles. Ce qui est monstrueux. Ce qui est, voilà, donc Ouais, mais on voit en que c'est très moyenne. productif. Alors j'invite les gens à les suivre sur Twitter, sur Facebook ou et sur leur site directement parce que, voilà, ça peut être de l'analyse littéraire comme de l'analyse politique, de l'analyse économique, touristique, industrielle, voilà, il y a vraiment, il y a ça manquait beaucoup en Corse. C'est un truc rédigé 100 en Corse autour d'axes de réflexion qui ne sont pas toujours ceux malgré tout, de la culture, du culturel, ce genre de choses où on passe vraiment à un degré même de la philosophie. Heu, Bien sûr, ouais, alors que voilà, des très beaux billets ouais. de philosophie que nous écrivait Joseph Scarpelling, Mmh. qui était en maîtrise de philosophie. Des billets aussi d'économie, que ce soit de théorie ou d'auteur, tout simplement. De la géopolitique, des articles de fond sur l'actualité internationale, la culture, la littérature, des faits de société, simplement. Et c'était aussi simplement l'idée de se dire que quand on apprend une langue, on aime bien passer par le ludique et par ce qu'on aime. Ouais, absolument. Quand tu as appris l'anglais ou quand tu apprends l'allemand, on te dit, bon, mais va lire Das Bild, Süddeutsche Zeitung, j'en sais rien. Enfin, et dans l'article, et dans le journal, tu vas pas prendre les pages de la bourse, quoi. Mmh. Tu vas Ah ouais, apprendre ouais, l'article qui t'intéresse, qui parle un peu d'histoire, un peu de culture, un peu de musique. c'est Et ça. donc, c'est, je veux dire, le Corse, on fait pareil, on va vers ce qui nous intéresse en priorité. Ouais, absolument, ouais. Et franchement, moi, j'ai découvert ça à l'époque, je participais un peu de loin de temps en temps avec, un article ou 2 avec la Piazzetta et j'ai vu apparaître ça d'un coup et je me suis dit: «Putain, oh tiens, les types, ils sont». Alors, j'ai découvert entre guillemets «l'équipe» que quelques temps plus tard, mais quand j'ai commencé à lire les articles, j'ai dit: «Ah ouais, quand même, là, on est sur du bien, 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 structuré, intelligent, clair», parce qu'il y a ça aussi, hein, très compréhensible, et franchement, il y a un gros boulot qui est fait, donc j'invite les gens à aller voir, et à suivre et à soutenir, heu, Tempérivista parce que, c'est un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Pas du tout dans Voilà, et l'emphase, le puis type.
peut aussi dire que la langue corse, à son niveau, s'ancre dans la mondialisation. Et comme on y revient à son aire dialectale et son aire linguistique, parce qu'on a quand même, on le voit hein, dans les commentaires, on a une grosse communauté que ce soit d'Italiens, de Sordes et de gens qui découvrent le corse, les dialectes et les parlers du corse, comme faisant aussi partie de leur langue en général et du Ah oui, oui, bassin italo-roman. absolument, ouais. Donc c'est un plaisir, une surprise, à la fois pour eux de lire les rédacteurs, de lire les actifs, et pour nous de découvrir qu'on est compris et qu'on est apprécié. Et qu'on n'est pas isolé, ouais, encore une fois. Et que, On n'est encore pas une isolé. fois, Ouais. cette langue corse, c'est un facteur d'ouverture sur le monde et pas de repli, comme certains tentent de le faire croire. C'est un outil aussi de communication internationale, hein, puisqu'on peut être compris dans toutes les sphères des langues romanes, notamment. Donc, ça représente quand même quelques centaines de millions de personnes dans le monde, beaucoup plus en tout cas que la francophonie. Donc, voilà, c'est des Et autre initiatives. que, non, et autre que parler de la langue corse, la langue italienne, la langue sarde, c'est une relation interdialectale. C'est-à-dire que moi, je vais dire dialecte ou parler, et c'est vrai que mon dialecte sartinese, ou d'occurrence rouquigiano et de Piandavreto, je me comprends très bien avec le gadourese ou le sassarese, comme le type qui vient du Latium. Ah oui, Et donc, sans parler une langue extrêmement structurée dans sa graphie, on se comprend tout à fait, c'est un réel plaisir. ah oui. Et je pense que que les gens, présenter la langue comme ça favoriserait l'augmentation des locuteurs. Exactement, c'est-à-dire c'est une a lingua di upone, c'est-à-dire le fait qu'elle puisse vivre en nous permettant nous aussi de vivre, en échangeant et en communiquant avec ceux qui répondent de la même structure de base linguistique, c'est-à-dire, toute la sphère italique en fait, Par la découverte et le plaisir, simplement. tout simplement, absolument Voilà, de manière spontanée et et libre. naturel et libre surtout, ouais. C'est ça la liberté, ce qu'il nous faut. Là, on a fini, je On a crois. terminé. Voilà, donc je te remercie infiniment pour cet échange, magnifique. Mais merci à toi, j'apprécie et je pense que d'autres apprécient ton émission justement parce qu'elle est en dehors de tout impératif temporel. C'est ça. On essaye de pas répondre à bon, de toute façon, on n'a pas de producteur, on gagne pas d'argent, donc enfin, à moins que les gens veuillent Voilà, m'en envoyer, mais à ce moment-là, je filerai mon adresse en MP, mais sinon, on n'a pas tous les impératifs de pub ou de bien-pensance ou de tout ce ici, on est libre de dire ce qu'on veut. Donc je te remercie infiniment. Je te souhaite ti prego un buon Nadale, buone feste, buon heu, Natale, buon Natale a tutti buonasera a tutti quelli et que che la ci roue tourne bien à Bastia. Hein. ouais, on va essayer, on va appuyer sur un côté, comme ça, on va voir si l'autre est avec un peu de chance, on arrive à l'île d'Elbe en 20 minutes. Et voilà, e donc preghiamo un buon Natale a tutto il mondo, a tutti quelli che Et mon figliolano Capodanno, a e tutti. e un buon Capodanno, a pace e a salute, e o resto vedremo più tardi. Lisa Pupponi, buonasera, a Buonasera a te. presto, si Dio vuole, ti ringrazio assai. Shout, come on now, shout